Le monde d'à peu près. Chers auditeurs, vous écoutez l'émission diffusée par Artemus, les podcasts du monde d'à peu près. Je suis accompagnée par Nicolas et Lamine pour discuter avec notre prochain invité, que je présente tout de suite. Juste avant, je souhaite également le bienvenu à Hugues, qui nous a rejoints pour cette émission. Journaliste professionnel et auteur, Hugues a aussi ses chroniques chez Artemus, Divin quotidien, qui est aussi le titre de son livre. Nicolas, Amine, Hugues, bonjour et bienvenue. Bonjour Eva. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Une petite page de pub encore avant de vous présenter notre invité. Un peu de patience. Artemus, pour que l'information devienne connaissance. Que faisons-nous pour ça? Nous organisons des conférences avec des conférenciers qui sont connus pour oser aborder des sujets d'autres angles que celui autorisé. Nous enregistrons également des podcasts et diffusons des chroniques sur des sujets variés dans un esprit de réinformation. Pour nous suivre et nous soutenir, vous trouverez tous nos contenus sur notre site web artemus.info. Nous sommes diffusés sur YouTube et Odyssée. Nous sommes présents également sur Facebook et Telegram. Merci pour votre soutien. Nous sommes nombreux d'avoir déjà assisté à une consultation médicale collective chez l'humoropathe, un docteur qui soigne avec le rire. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir l'une des meilleures des humoropathes dans le studio d'Artemus, Dr Aloès. Bonjour. Ah, salut. Rire ensemble, ça nous fait faire du bien, mais ce n'est pas pour ça qu'on a pu oublier le système toxique dans lequel on vit, le déclin et la destruction de la société que vous dénoncez à travers vos spectacles et vos vidéos. Au départ, vous êtes cinéphile et fin observateur des actualités. Votre idée de départ était un livre qui voulait traiter précisément ce sujet de manipulation des masses à travers des grands classiques du cinéma américain. Vous vouliez attirer l'attention des gens au fait que ce qu'on nous montre dans les films, c'est pour obtenir notre consentement en amont, pour faire adhérer dans leur sens sur des événements géopolitiques qui vont arriver. Aussi, nous passer des messages subliminaux pour qu'inconsciemment, nous acceptions des aberrations complètement ahurissantes, mais qui sont présentées comme la vérité absolue. Comme par exemple les vaccinations qui sauveraient l'humanité de l'extinction. Mais vous abandonnez l'idée de livre pour privilégier un autre moyen de communiquer vos observations avec le public. Vous avez créé il y a 10 ans une chaîne YouTube qui s'appelle Dr Aloès et régulièrement vous organisez des spectacles. Vous y débanquez des gros sujets géopolitiques pour révéler la manipulation de nous tous par nos politiques et les journalistes à leur service. Et comme les auditeurs pourront remarquer, la manipulation que vous dénoncez courageusement n'a pas commencé avec le covidisme et la crise sanitaire. Donc, pour commencer, pouvons-nous revenir à l'arrière dans la biographie de Dr Aloès et énumérer quelques sujets typiques où le docteur que vous êtes a diagnostiqué une volonté de nous manipuler? Comme j'expliquais, ça commence par le cinéma déjà. Donc dans plusieurs films, on a pu voir une sorte de préparation mentale du public par rapport à des événements futurs. Si on prend ce qui se passait avec la Russie, si on prend par exemple comme film Die Hard 4 qui est sorti en 2010, il me semble. Quelle année? Je ne sais plus. Quoi? Je ne parle pas le langage des signes. Attends, Non, c'est parce qu'il y a des gens qui essaient de rentrer dans le studio, donc je leur ai demandé de ne pas rentrer. C'était pas pour vous, monsieur Aloès. Continuez. Non, pas de problème. Je te voyais faire des signes, Oui, je dis non. attends, qu'est-ce qu'il va me dire là? Pas encore. Non, on va dire que c'était en 2010, on vérifiera plus tard. Non, mais je croyais qu'on jouait, tu sais, au jeu Camoulox, là. Tu sais, il faut faire des trucs, après, faire si vous deviner voulez. des sujets. Je propose qu'on termine par un camoulox, c'est toujours très sympa pour détendre à la fin. Voilà, bon, on Désolé, je vous ai coupé dans... Surtout pour les auditeurs qui ne vont rien comprendre de nos signes. Bon, l'avantage du camoulox, c'est que même si c'est audio, tu comprends pas tout non plus, quoi. Bon alors ça a commencé quand? Alors, non, en fait, le Camoulox... Non. L'intox. On rigole. Non, je parlais en fait par rapport à là, parce qu'on nous dit que l'ennemi, c'est la Russie. Mais si on prend les films qui sont sortis à partir de 2008-2010, déjà dans le cinéma américain, l'ennemi, c'était le russe. On prend le film Equalizer, dedans, les ennemis, ils viennent de Russie. Die Hard 4, j'en parlais, donc dedans, l'ennemi, c'est le russe. Tekken 3, l'ennemi, c'est le russe. C'était une préparation pour nous dire
En fait, les ennemis dans le cinéma américain russe, c'était dans les années 60-70, pendant toute la période de la guerre froide. Avec Bien sûr. l'apogée, c'était Rocky IV, Oui, oui, oui. où on avait le stéréotype, Drago. l'archétype, Ivan Drago, qui parle pas pendant... Mais il y a eu une petite pause. Au début, c'était les vilains russes. On a eu les vilains arabes, et puis le retour des vilains russes. Voilà. Mm. Et mais ça reviendra, de toute façon. Tu Oui, sais, c'est tourne. comme les modes. Hein. Ce qui Le est marrant- vilain, c'est comme la mode, ça revient Ce régulièrement. qui est marrant aussi, c'est qu'en parlant de Rocky, avant il y avait Rambo, et dans Rambo justement ils font tout un hommage aux Afghans. Je sais pas Ouais. si vous vous rappelez, ils font tout un hommage aux Afghans. C'est disant- Rambo Dans 3. Rambo C'est dans 3, Rambo ça. 3, voilà. Qui après, dans la propagande cinématographique, ils vont, ça va être tout à fait le contraire sur les Afghans, quoi. Oui, oui, oui. Bah, parce qu'en fait, la guerre d'Afghanistan, elle avait été utilisée de toute façon pour détruire l'URSS. Tout à fait. Donc l'URSS, ils se sont engagés dans cette guerre, comme il disait Zbigniew Brzezinski. En fait, c'était l'ancien secrétaire d'État sous Carter en 1979 aux États-Unis. Dont on recommande la lecture du livre Le Grand Échiquier Voilà. de 1997. Tout est écrit. Tout à fait. Dedans, il parle même de l'Ukraine. Il explique que c'est un pays stratégique et donc ils vont utiliser comme levier pour tout ce qui nous arrive en ce moment, puisque le gaz passait par l'Ukraine. Enfin bref. Donc, les Américains, ils ont toujours utilisé le cinéma pour préparer mentalement le public à des événements. Et par exemple, quand je parlais de Rocky IV, dans Rocky IV, on a l'exemple typique avec le boxeur Ivan Drago, qui est russe, qui est froid, qui est pas humain. Il tue un boxeur, donc Apollo Creed. Tu vois, on s'était habitué avec lui pendant 3 épisodes de Rocky. Et quand il meurt, la réponse de Ivan Drago, c'est « s'il meurt, il meurt ». Ça, c'est de la réplique de Voilà. cinéma. Bon. Et Mais c'est assez marrant parce que la dernière interview de Tucker Carlson avec Poutine, avec le président Poutine, il a même évoqué cette propagande qui dure toujours et il a dit nous, on n'essaye pas faire face à ça ou essayer faire la concurrence à cette propagande parce qu'on ne pourrait jamais mettre les mêmes moyens là-dedans que Hollywood, etc. Donc, c'est très connu quand même. ben oui, parce que le cinéma américain, c'est diffusé internationalement. C'est-à-dire dans tous les pays, on mange du cinéma américain. Alors que le cinéma hongrois, je suis désolé, hein, mais on connaît moins. Ah, il y a des choses intéressantes dans le cinéma Ouais. hongrois. Je ne connais pas très bien la propagande hongroise, mais je peux dire que quand j'étais enfant, il y avait aussi des films de propagande où la Russie était présentée comme notre sauveur. Donc, il y avait des choses, mais c'était beaucoup plus bon enfant et certainement pas aussi puissant que Ouais. de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, tous les pays utilisent des moyens culturels pour faire leur propagande. C'est pas un problème. Même les Russes le font. Mais ce qu'il y a, c'est que les Américains, ils ont quand même, ils sont dans un rôle de domination. C'est-à-dire que eux, ils peuvent le faire à grande échelle. Ils mettent les moyens dedans, et donc il y aura des répercussions. On les voit toujours, puisque pour les gens, l'Américain blanc, en fait, c'est un peu comme dans les westerns. C'est pour ça que j'en parlais dans mes vidéos. Il est vu comme un être humain. C'est-à-dire qu'on a toujours vu John Wayne qui massacre de l'Indien. Bon, on nous fait comprendre que l'Indien, il n'a pas d'âme, on peut le tuer, quoi. Alors que si c'est un cow-boy qui meurt, là, c'est grave. Et on a cette manière de présenter les choses, même dans les conflits. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est un attentat qui se produit, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on va nous décrire la vie des gens qui ont été touchés. Donc, s'ils aimaient le violon, la pêche, et puis quand c'est dans des pays qu'on nous a appris à pas s'intéresser à la vie de ces gens, on va nous montrer un tas de gravats, puis on va nous donner un nombre de morts, 200 000 morts, mais on s'en fout, quoi. Tout à fait. Donc bon, en fait, c'est une, comment on appelle ça, c'est une préparation mentale qui dure depuis très longtemps. Et quand on l'a compris, on arrive mieux à comprendre, enfin, on arrive mieux à voir comment ils manipulent, quoi. Mais ce qui est intéressant avec vous, justement, c'est que vous êtes clairement cinéphile, ça se voit à travers les vidéos que vous produisez. D'ailleurs, techniquement, je ne sais pas comment vous faites, parce que ça doit être un casse-tête chinois. Donc il y a vraiment, à la fois, ce qui est intéressant avec le cinéma hollywoodien, c'est que c'est fascinant, et à la fois, quand on connaît les arcanes, le soft power qu'il y a derrière, on n'arrive quand même pas à s'en passer. C'est-à-dire c'est quand même très divertissant, c'est assez ludique. Et j'ai l'impression que justement c'est là où c'est intéressant aux vidéos, c'est que vous essayez de retourner cet outil pour faire une contre-propagande entre guillemets, si je puis me permettre. En fait, de toute façon, si on prend le bouquin de Propaganda
Oui. de Bernays. Bernays, Édouard Bernays. Il a réussi à faire fumer des femmes en leur disant que c'était bon, c'était bien de fumer, quoi. C'est cool. Voilà. Donc, C'était libre. oui, Ça, ça c'était les la rendait liberté. libres. Et puis, en fait, on montre pas le côté négatif des choses. On va toujours embellir les choses. Et donc, l'histoire de la propagande, on va dire, peut-être si on l'analysait sur un siècle, ça a été une évolution, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait les journaux au début du siècle, enfin le siècle dernier. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus la presse. Maintenant, c'est tout ce qui est vidéo courte. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que sur les smartphones, TikTok, toutes les applications, on nous fait des petites vidéos courtes, mais souvent, derrière, il y a un objectif. Si on regarde qui fait ça, toutes les chaînes de télé font maintenant des petites vidéos courtes. Que ce soit I24, AJ+, TF1, LCI, n'importe qui, ils font tout ça. Mais derrière, il y a un objectif, c'est influencer la population. Mhm. Donc, Et accaparer notre attention aussi. oui, Mais est-ce que finalement, justement Hollywood, ça fonctionne toujours? Parce que aujourd'hui, on n'a plus la pluralité qu'on avait, par exemple, dans les années 90, 90 pour les Belges, où tous les, on va dire, sur une semaine, on pouvait avoir 3 bombes de films. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est que des Avengers, que du DC Marvel, du comics. C'est plus j'en prends plein la vue, et moins, enfin, il y a toujours une propagande derrière, on est d'accord, mais Ouais. c'est plus vulgaire, on va dire. en fait, c'est une propagande, on croit qu'on n'y fait pas attention, mais elle a une influence subliminale. C'est-à-dire que quand on va voir un Avenger, il y a toujours des images qui vont apparaître et qui vont agir sur notre subconscient. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idéalisation, le héros, qui est le bon, et le méchant, qui doit être. Et il y a aussi l'inversion de ce qu'on appelle les valeurs. C'est-à-dire qu'ils réussissent à faire comprendre et à intégrer aux gens ce que doit être un être humain aujourd'hui. C'est-à-dire que on nous fait. Il y a quelques années, nous, on regardait, je sais pas, dans les années 80, c'était quoi l'agence Tourisque. Bon, tout le monde a connu. Enfin, nous, d'une certaine génération, c'était des bonhommes, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, tu peux pas faire l'agence Tourisque. Parce que dedans, on va te dire, le cahier des charges, ça va être, il faut que tu me mettes un LGBTQQ+, je sais pas quoi, dedans, dans l'équipe d'agence touriste, tu vois. Il n'y aura plus le symbole du bonhomme avec son cigare ou quoi. On transforme la vision de la construction des gens par rapport à ce qu'est un homme, une femme. Maintenant, on leur fait comprendre qu'il y a tout un panel de genres. Et on peut s'identifier à... Là, on part dans autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devient... Pour les gosses, il faut se mettre à la place des enfants. Nous, quand on s'est construit dans les années 80, on n'avait pas ça. Donc, c'était facile. Tu joues aux cow-boys, aux indiens, des trucs binaires, quoi, tout con. Maintenant, aujourd'hui, la construction des gosses, ils savent plus. Ils sont perdus. Parce qu'on leur montre tellement de trucs. Tu peux être un homme, une femme, tu choisis. Tu peux être identifié à un chat, un chien. Et il n'y a plus de... C'est sans doute un des buts recherchés, c'est faire perdre des repères aux gens. Oui, mais c'est ça. Le but, c'est que les gens ne soient complètement perdus pour qu'on puisse faire ce qu'on veut d'eux. C'est-à-dire qu'ils ne se révoltent jamais. Qu'on puisse leur mettre des Macron indéfiniment, quoi, qu'ils acceptent tout. Et il y a aussi le phénomène de l'anti-héros. Je pense par exemple au film Le Joker, où Ouais. clairement le Joker c'est le méchant, mais finalement il n'est pas si méchant que ça, parce qu'en fait il s'est fait taper quand il était petit, je sais pas, il a une vie misérable, il n'a pas eu... Voilà, il y a aussi ce côté anti-héros Ouais, qui fait que justement, moi, quand je regarde par exemple, ça pourrait excuser un Macron, par exemple. Parce que Oui, lui oui. aussi le pauvre, en fait. non, mais voilà. Raccourci étonnant, le Joker pour excuser Macron. Bah, dans le sens où on peut le... Ça, c'est un anti-héros aujourd'hui, clairement. Il y a plus... La cote de popularité de Macron, elle est 0. Mais ça peut se comprendre si on fait, je veux dire, l'analyse psychologique du personnage, voilà. et on le défend à travers ça. C'est ce qu'on fait avec le Joker. Mais c'est ce que je veux dire. C'est comme Dark Vador. Ouais. Il est méchant, on nous le montre, c'est le mal, il est méchant. Sauf qu'après, ce qu'ils ont fait dans la franchise, c'est qu'ils t'ont raconté l'enfance de Dark Vador. Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à ça? Tu vois? Et donc, on te le rend humain, finalement. Ça veut dire que le salaud, quelque part, c'est pas un salaud, c'est qu'il a souffert, tu comprends?
Donc tu peux pas dire que Macron, comme il disait, c'est un salaud, puisque il a peut-être eu une enfance difficile. À 14 ans, on l'a forcé à se marier avec une meuf qui s'appelle Brigitte Jean-Michel, et puis ça a donné, on va avoir des problèmes, hein. Non, allons-y. Vous couperez sinon. Non, nous On laissons coupe rien. la libre parole à tout le monde, même si nous ne partageons pas forcément les avis de tout le monde. Ouais. C'est quoi votre problème avec Macron? Moi, Ouais. bah écoute, tu sais, avant qu'il arrive en tant que président, j'avais déjà fait une vidéo en 2017, donc il n'était pas encore président, en disant, moi j'avais dit que c'était une arnaque. Il était déjà au pouvoir. Il était rentré dans le gouvernement sous Hollande, mais c'était, comment dire, c'était la préparation de son parcours. C'est-à-dire que tout a été fait pour qu'il accède. C'est pas arrivé par hasard, on nous le fait croire. Il y a un bouquin que je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle Le traître et le néant. C'est des journalistes. C'est deux journalistes que l'on Voilà. écrit, absolument. Dedans, tout est expliqué. Le mec, tout son parcours, tout lui a été facilité pour qu'il accède en 2017, qu'il devienne président, et surtout qu'il s'occupe de détruire tout ce qui faisait la France, quoi. Il s'en cache pas. Non, je veux dire, avant, faut quand même rappeler qu'il y a eu Sarkozy, il y a eu Hollande. Je veux dire, il Ouais. arrive, le point d'exclamation la barre était déjà mise, il met le point, voilà, c'est à peu près ça. Parce que pour moi, allez, le dernier, on va dire, président franchouillard qui présentait la France, c'était Jacques Chirac, quoi. Il y avait encore quelque chose. Même sous Mitterrand, on peut ne pas aimer Jacques Chirac, mais je veux dire, il y avait encore quelque chose de français dans Jacques Chirac, j'ai l'impression. Et que depuis Sarkozy, on est devenu, c'est devenu une américanisation vraiment de la France. En fait, Jacques Chirac, il avait un côté, c'est sûr, sympathique. Lui, justement, il était naturel. C'était le seul des présidents, d'ailleurs, qui, quand il allait au salon de l'agriculture, il faisait pas faux, quoi. Il sonnait pas faux. Parce que c'était un vrai gars, en fait. Il s'entendait bien avec tous les milieux agricoles, quoi. Et puis surtout, Jacques Chirac, c'était le non à la guerre en vrai. Irak. On s'en rappelle. Donc, il a tenu tête aux États-Unis. Alors qu'après, quand Sarkozy il arrive... ils ont tous, en gros, baissé leur froc face à l'Amérique, quoi. Et donc Hollande, c'est pareil, c'était de la soumission, l'embargo contre la Russie en 2014, surtout le soutien à l'Ukraine, place Maïdan, donc ils avaient soutenu les extrémistes. On peut en parler ici ou vous allez... Oui, allez-y. On peut parler de tout ici, hein. Avec des arguments, bien sûr. Les arguments, c'est de regarder le documentaire de Paul Morera qui s'appelle Ukraine, les masques tombent. Il revient sur les événements de 2014 en Ukraine, place Maïdan, où dedans, on voit clairement que c'est les États-Unis qui ont soutenu des groupes néo-nazis, dont Svoboda a fait partie, et la France a soutenu ça. BHL, je me rappelle que BHL... BHL aussi, tout à fait. Il y a le bon et le mauvais terroriste, où il y a le bon et le mauvais nazi, où il y a le bon et le mauvais complotiste. Voilà. BHL, donc Bernard-Henri Lévy. Oui, BHL. Ouais. Donc, en fait... l'histoire telle qu'on nous la raconte dans les médias, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est que des arrangements, des mensonges et puis surtout de la manipulation. Parce que quand on regarde les choses, elles ne sont pas comme on prétend nous les montrer, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de livres à lire, de documentaires à voir. Mais on n'a pas le temps. Ouais. Mais On n'a c'est pas pour le ça temps. qu'il y a mes vidéos pour résumer tout ça. Ouais. Mais si on revient à ce personnage du docteur à l'Ouest, en fait, la genèse de tout ça, vous avez explosé grâce ou avec, c'est selon le Covid. Vous étiez déjà là avant. Mais c'est quoi l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment vous dites tout ça est faux, on est en train de nous promener? C'est un long chemin ou il y a un élément particulier qui crée ça chez vous? Non, en fait, c'est un long chemin. C'est quand on se rend compte que parfois, on a l'impression de ne pas voir le monde comme beaucoup de gens autour de nous. Par exemple, les 11 septembre, moi, quand c'est arrivé, j'ai trouvé ça étrange. C'est-à-dire que les gens, ils étaient tous dans « Oh, c'est une catastrophe. Ah, on a attaqué la démocratie. » Tous les pays occidentaux devaient se joindre à cette... Nous sommes tous américains. Ouais, on était tous américains d'un coup. Alors qu'en fait, moi déjà dans l'observation, attention, ce que je vais dire peut être considéré comme complotiste. Il faudrait définir le mot complotiste. Faudrait comment on qu'on en l'appelle, parle. chaque fois. On n'a pas le temps, vas-y. Mais la chute des tours, déjà, je l'avais trouvé étrange. Bon, Parfaite. tout à fait. Et moi, quand j'ai vu ça, déjà, je me suis dit, attends, là, ils seraient pas en train de nous prendre pour des cons, tu vois, nous faire croire que des avions, 2 impacts, tu vois, et puis 3 tours qui tombent, il y a un problème. Ouais, 2 avions et 3 tours, on le rappelle. Ben oui, World Trade Center 7 qui est tombé aussi de la même manière que les 2 tours. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, il faut se méfier énormément des médias.
Et donc, C'est ça, c'est là, le 11 septembre. vous vous mettez en position du qu'est-ce qui se passe. Mais pour rejoindre la question de Nicolas, c'est quand vous dites je vais écrire là-dessus, je vais essayer de faire rire les gens là-dessus. Enfin, quel est le processus qui vous amène justement à faire ces vidéos? En fait, on se dit que justement, quand on voit pas le monde forcément comme beaucoup, on se dit autant en faire des sketchs, puis ça fera peut-être marrer les gens. Peut-être qu'il y a aussi après se diront ah ouais, c'est vrai qu'on nous prend quand même un peu pour des cons. Tu vois, tu mets un masque, attends, t'as dit tu vas mettre un masque quand t'es dans le train ou quand t'es dehors à l'air libre. Par contre, sur les plateaux télé, ils en mettaient pas. Pourquoi le virus, ça veut dire il est dehors, il est avec nous dans le train, mais pas dans les plateaux télé. Non. Je crois que le virus prenait les transports en commun, mais ne faisait pas de télévision Ouais. sans faire. Il avait ses habitudes Voilà. à lui, le virus. Ni les meetings politiques. Oui, voilà. Dans les meetings politiques non plus, il n'y avait pas besoin de masque, il n'y avait pas besoin de QR code à montrer pour... Bon là, on se disait, ouais, ils nous prennent pour des cons. Moi, je reviens de nouveau avec un parallèle avec l'époque dans laquelle j'ai grandi. C'était la fin de cette époque-là. Mais là aussi, l'humour était très important pour pouvoir dire des choses qu'on n'avait pas d'autres moyens d'exprimer. Donc, il n'y avait pas la libre expression. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Avec l'humour, on peut quand même se permettre un peu plus, j'ai l'impression, de critiquer que comme si vous alliez sur un plateau de télévision, dans le journal, vous voudriez dire la même chose sans humour. Je ne suis pas sûre que ça passerait. Mais vous avez quand même été, votre chaîne a quand même été censurée. Oui, j'ai eu des vidéos qu'on sautait, ouais. Sur quel sujet? Il y avait des sujets en particulier qui fâchent vraiment, qui bloquent tout? Par exemple, Bill Gates, j'ai fait une vidéo avec Bill Gates, j'avais appelé Total Bill Gates, où je reprenais juste qui était ce personnage, dans quoi il avait investi. Bill Gates, il a investi donc dans l'armement, parce qu'on nous le présentait comme un mécène qui était là pour sauver l'humanité. Il a investi dans l'armement, dans le nucléaire, enfin dans des choses qui n'étaient pas forcément bons pour nous, quoi. Et le fait de mettre bout à bout tout ce à quoi il avait mis dans quoi il avait mis son argent, ils ont sauté la vidéo YouTube. Il y en a une autre aussi que j'avais fait sur l'arnaque du Covid. Je faisais une vidéo où j'avais repris le film avec Yves Montand qui s'appelait I comme Icare. J'avais appelé ça I comme Ignare. Et dedans, je montrais un peu que c'était une manipulation, que on avait, on était en train d'endetter tous les pays à cause de cette histoire. Alors qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte quand même avec le recul qu'on en a fait des caisses et puis qu'au final, on est tous d'accord pour dire que ça va. Ah, on se porte tous bien pour la plupart. On a échappé. Bon, ils ont sauté la vidéo. Est-ce que vous arrivez à toucher d'autres personnes, des personnes un peu plus, à réveiller un peu des gens endormis? En fait, moi je dirais ça dépend parce que j'ai l'impression parfois qu'on est qu'entre nous. C'est-à-dire c'est un rapport 80-20. Je dirais qu'il y a 20% de gens qui sont ouverts, qui ont compris des choses. Puis 80% de gens alors il y a ceux qui sont convaincus, eux c'est même pas la peine. Et puis il y a ceux qui ils veulent pas savoir. Le ventre mou. Voilà, donc on dirait que ça représente 80% peut-être. Donc nous on a 20% en gros. Parfois je me dis ouais, finalement on se parle qu'entre nous quoi. Je suis pas sûr que les autres en face aient vraiment envie de... Donc à quoi vous servez? À faire marrer des gens désespérés? Ouais, en tout cas ça en aide beaucoup. Parce que souvent, je reçois des témoignages de gens qui me disent « Ouais, merci, ça m'a permis de supporter cette crise. » Souvent, ils regardaient des vidéos à moi parce que, voilà. Et des enfants. J'ai eu beaucoup de témoignages d'enfants aussi qui me remerciaient. J'étais étonné, d'ailleurs, une fois, j'étais à Montpellier, je crois que c'était l'année dernière. Et puis, parce qu'il y avait eu ce qu'on appelait l'université d'été rigolante. Donc, j'arrive là-bas pour faire des sketchs, quoi. Et puis, il y a deux gosses, ils viennent, ils me prennent dans leurs bras. Et puis, ouais... Ils me disent merci, il y a leur mère qui arrive. Et là, elle m'explique, elle me dit ouais, ils ont été punis à l'école parce qu'ils ne mettaient pas le masque. Mhm. Et elle me dit mais ils ont tenu grâce à vos vidéos. Moi, j'étais là, je dis tu sais, t'es là, tu dis j'ai envie de chialer, quoi. Tu vois le truc, tu dis docteur à l'Ouest, tu vas chialer pour ça. Oui, mais tu dis bravo, quoi. Excuse-moi. Un vrai docteur. Ouais, non, ça m'a beaucoup touché ce truc parce que j'ai, les deux gosses, ils avaient 7 ans et 9 ans. Et tu te dis, le gouvernement, il a fait chier des gens comme ça, tu sais, masque à l'école, c'était bon. Voilà, donc ça sert à ça, docteur à l'Ouest.
D'ailleurs, le choix des films, c'est un très bon choix de moyens éducatifs pour les enfants qui sont très scotchés sur les écrans. Et parfois, quand mes enfants regardent des films et que je passe un petit moment à regarder avec eux, parfois j'arrête le film pour leur expliquer ce que vous voyez là, ça veut dire ça, ils veulent vous communiquer ça, attention. Donc c'est un vrai défi. Donc je trouve que c'est très très bonne idée de passer par les films pour attirer l'attention des gens sur certains sujets. D'utiliser les armes de l'ennemi. Exact. Non, mais c'est pour ça que, en fait, moi je dis, il faut utiliser tous les moyens qu'on a. Moi, je fais de l'humour. Il y en a d'autres qui font des conférences. Il y en a, je sais pas, ils font des chansons, où ils écrivent des bouquins. Chacun. Mais en tout cas, c'est important ce qu'on fait finalement. Mais paradoxalement, parce que vous faites des spectacles donc comiques aussi, des spectacles vivants sur scène, et vous êtes parfois dans des salles classiques. En fait, dans des choses complètement, c'est pas des trucs alternatifs. Vous êtes dans des choses à Paris, par exemple. Vous êtes dans des salles normales entre guillemets, et ça passe. C'est-à-dire vous avez joué à Paris dans comment ça s'appelle où vous étiez à Paris là, il y a une salle. Je joue parfois dans des endroits qui sont pas forcément des salles, et puis parfois il y a des théâtres qui sont ok pour me laisser jouer. Ouais, voilà. À la tête de la Grande Comédie. Par exemple, Oui. ouais, ça passe très bien. Là, je veux dire, il n'y a pas de censure. Finalement, c'est quand même accepté aussi, quoi. Mais en fait, il y a des spectacles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue, on paye. Donc, en fait. J'ai joué à la Grande Comédie. Là, je prépare ma dernière date de ce spectacle. Ce sera au mois de mai. Ce sera au théâtre Les Enfants du Paradis. Pas confondre avec Les Enfants de l'Enfer, ça c'est à l'Élysée. Hein. Okay. Oui. Donc, moi, c'est Les Enfants du Paradis. Ce sera pas loin du métro Grand Boulevard. Et ce sera la dernière de mon spectacle. Mais oui, parfois, il y a des théâtres qui acceptent. Heureusement. Mais vous essuyez beaucoup de refus ou ça va? Ah ouais, j'en ai eu pas mal, ouais. Parce que en fait, ils regardent ma chaîne. Ok, d'accord. Et donc, c'est pas très chaud, quoi. Ou alors parfois, il y a des théâtres qui disent ok, mais quand je regarde sur leur site, ils mettent pas mon affiche, ils communiquent pas sur leur Facebook, leur Insta que je joue. Quand j'arrive là-bas, il n'y a pas mon affiche sur le théâtre, quoi. C'est pas indiqué que. Ils veulent pas que les gens sachent que. Donc bon. Et d'un point de vue plus général, au niveau des autres humoristes, c'était bon. On a vu qu'en 2020, il n'y avait pas grand monde, mais il y en a quand même qui trouvent encore grâce à vos yeux ou qui vont quand même rire, même s'ils ont pris un autre camp ou une autre direction. Après, c'est compliqué, je pense, pour beaucoup. Moi, j'avoue qu'il y en a qui me faisaient marrer. Puis, quand la crise est arrivée, j'ai vu leur position. J'ai dit qu'ils aillent se faire foutre. Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça. Hein. Il y en a aussi Anne Romanoff, par exemple. Je rigole. Excusez-moi, c'est une humoriste Anne Romanoff ? Il paraît. Non, mais en fait, elle, par exemple, elle l'avait ouvert sur Europe 1 en critiquant les noms injectés. Mais elle, je citais elle comme vite fait, quoi. Non, par contre, oui, il y en a qui m'ont déçu, comme Pierre-Emmanuel Barré, parce que le mec, il avait fait ses vidéos pendant le confinement, et puis quand il y a eu le pass sanitaire, il a joué avec le pass. Et ça, j'ai pas compris. Il y a des gens comme ça, je me dis, bon, pourquoi ils ont accepté? Parce que si on refusait tous le pass, ils tenaient pas. Ça a tenu parce que les gens ont accepté, c'est tout. Il y a eu aussi Bigard, mais je vous ai entendu dans une vidéo. En fait, vous étiez assez clément, parce que vous disiez dans la vidéo, ouais, mais si j'étais à sa place, je sais pas ce que je ferais, parce qu'il y a toute une équipe qui... En fait, c'est-à-dire, pour Bigard, je me dis, le mec, bon, il a fait beaucoup de bien. Dans le sens, je sais il a fait des fauteuils pour les handicapés, il a fait énormément de dons pour des assos. Donc, lui, tu vois, quand je sais que quelqu'un fait des bonnes actions, il en a fait toute sa vie, j'ai du mal à... Pas comme si c'est un salopard, le mec, il a jamais rien fait, il prend son fric, il va s'acheter des rails de coke, bref. Non, mais lui, Bigard, c'est vrai que maintenant, de ce qui est devenu, je suis pas très fan, mais bon, je me suis dit, voilà, le mec, en plus, il est alcoolique, il est malade, en fait, Bigard. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, le mec, parce que oui, il a toute une équipe derrière lui, ils ont booké des dates sur, je sais pas, 6 mois, 1 an. Du jour au lendemain, prendre la décision de se dire on arrête, peut-être c'est compliqué. Mais après, si tu es un bonhomme ou une bonne femme, hein, si tu as des convictions, tu joues pas. Tu dis je refuse. Mais si, tu vois, si on me reposait, c'était à chaud que j'avais répondu. Si on me reposait la question aujourd'hui, je te dirais, malgré tout ce que Bigard il a pu faire, je pense qu'il aurait pu quand même arrêter pendant le pass. Parce que
Bah parce que voilà, ça aurait été pour moi. Mais vous avez raison, puisque ça l'aurait mis sur un. Comment dire? Ça aurait enrichi justement son positionnement et ça lui aurait donné un aura qu'il avait gagné grâce justement à les positions courageuses qu'il avait pu prendre. Bah ouais, moi Et- je trouve. C'est un peu, ouais, c'est vrai que c'est un peu désolant en fait de voir. Ben, moi, je te donne un exemple. Excuse-moi, des fois je tutoie, je vous vois. Bon, je Y vous a pas de donne un problème. exemple. Je vous en prie. Ouais, pas de problème. Allez-y, nous vous écoutons. Non, un humoriste qui s'appelle Walidia, vous connaissez? Non. Et bon, En Belgique. Ah, parce qu'il est sur France Inter. En fait, c'est le genre d'humoriste qu'on nous présente. Ils sont là pour lutter contre. Souvent, ils reviennent sur les discriminations. Tu vois, ils luttent, C'est nouveau ça, on n'avait jamais vu ça. ils luttent contre le racisme, les discriminations. Mais il a joué pendant le pass. Sur son spectacle, son affiche s'était marquée Ensemble ou rien. Tu joues pendant le pass sanitaire. Ensemble ou rien sur ton affiche. Ça veut dire ensemble avec Macron. Tu changes le titre. mais pas ensemble ou rien, quoi. Tu vois, faut être cohérent. À un moment, si tu luttes contre. Tu vois. Mais c'est là qu'on voit que certains utilisent cette image de je résiste juste pour la sympathie. Ouais. Et puis ils vont pas jusqu'au bout de leur démarche. Ben, en fait, ouais, parce que moi, ce que je trouve, c'est que en fait, il y a des gens, on leur demande rien. Bon, par exemple, moi, j'attends pas de Elise Moon. Vous les connaissez, ceux-là? Les Semoun est arrivé jusqu'en Belgique. Quoi. Bon, ouais, il y a des humoristes, on n'attend pas forcément d'eux qui prennent des positions. Donc, à la limite, un humoriste qui a jamais pris position sur rien, il continue à ce qu'il a toujours fait, quoi. C'est-à-dire, on n'attend pas qu'il l'ouvre, quoi. Donc, moi, ça me dérange pas. Je vais pas reprocher à Elise Moon de pas avoir parlé ou je sais pas ou d'autres humoristes, quoi. Mais On sait à quoi s'attendre, c'est ça que vous voulez dire. bah, s'attendre ou pas, parce que des fois on est surpris par certaines décisions. Il y en a qui l'ont ouvert, qui ont été courageux, mais Est-ce que vous avez quelques exemples de surprises positives? bah, plus de la part de comédiennes, comme une qui a été dans les réseaux sociaux, enfin même sur TPMP, Béatrice Rosen, par exemple. Mais il y a eu Isabelle Adjani, qui avait critiqué aussi l'injection. Il y a eu... Enfin, il y en a eu... Victoria Abril, je crois. Ouais, voilà. C'est ça. Sophie Marceau est pas. Et Sophie Marceau, qui a quand Aussi, même quand même. critiqué aussi. Bon, alors, Ils se sont fait bien. ouais. Ils ont pris cher après. Hein. Bah, le problème, c'est comme elles ont mis une certaine notoriété, ensuite, c'est pour ça qu'il faut avoir quand même les épaules solides pour l'ouvrir. Tu sais, quand t'es pas grand-chose, bon... Ou le portefeuille solide. Ouais. Le réseau de distribution, je sais pas, il y a aussi tout ça quoi. Non, après, c'est sûr, après... La communauté, enfin tout ça. Quoi. Bah oui. Mais moi, ce que je trouve, c'est que... Dommage, en tout cas, c'est que un système, il tient parce que les gens acceptent. Si on refuse tous... Oui, mais s'il fait du chantage. Parce que là, on était clairement dans le chantage. On était clairement dans le chantage. C'était Oui, le non, chantage mais- aux moyens de subsistance, je veux dire. Et c'est pas que les comédiens, pas que les saltimbanques. Enfin, c'était un peu tout le monde. Mais c'est Non, vrai, mais- vous expliquez ça comment en fait? Cette réaction générale, cette non-réaction générale, au-delà des professions et de l'artistique. Moi, si je prends le cas de la France, on a 300 000 forces de l'ordre. Bon, si partout en France, tous les commerçants décidaient de ne pas accepter de passe et de dire nous, on reçoit tout le monde, les cafetiers, les restaurateurs, les magasins, tout le monde, théâtre, n'est pas leur système. Vous ne pouvez pas envoyer des flics partout. Donc ça n'aura jamais tenu. Et ils auraient laissé tomber cette idée. Mais comme ils savent qu'ils jouent toujours sur la soumission, donc bah, ça a fonctionné, quoi. Et sur la division. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que hors caméra, vous n'avez pas justement des humoristes ou des acteurs qui viennent nous dire ah c'est trop bien ce que vous faites et on n'oserait pas nous le faire. Voilà, il n'y a pas de ce genre de retour, vous n'avez pas ça? Ben, en fait, moi, j'ai être honnête, j'ai pas trop de contact avec les humoristes. Hein. À part Stéphane Cuvelier, tu vois. Qui est connu en Belgique, on voit qui c'est ici. Ouais. Ouais. Et je lui passe un coucou d'ailleurs. Ah c'est vrai, donc vous n'avez pas de contact avec les autres humoristes? Il n'y a pas une espèce de Non. un club d'humoristes français, non, je sais pas. Non. Enfin, en tout cas, pas moi, tu vois. Moi, des fois, je me pointe dans des salles, si c'est pour faire un petit passage de 5 minutes. Mais en général, il faut comprendre, les humoristes, ça doit être pareil ici en Belgique. Si chacun pour sa gueule. On n'est pas, c'est très individualiste. Il n'y a pas la grande famille des Non. humoristes, ça n'existe pas. Comme la grande famille du cinéma, des choses comme ça, il n'y a pas. non. Du théâtre. Il n'y a Ou même pas du théâtre, le Jamel Comedy Club, je plaisante bien entendu. Bah, j'ai jamais été là-bas, tu sais, mais en fait,
C'est pas, non, moi, c'est pas le genre de. Par exemple, le Jamel Comedy Club, c'est pour moi, ça représente la grande distribution C'est l'humoriste de banlieue. Voilà. C'est un peu, c'est du formatage. On dit l'humour, ça doit être comme ça. Vous allez tous jouer de la même façon, le micro à la main, puis il n'y a pas de, on va dire, il y a pas. C'est dommage parce que je reprochais la même chose à Juste pour rire. Oui. Juste pour rire des Québécois. En fait, ils formataient des humoristes pour qu'ils jouent de telle manière, et puis il n'y avait pas vraiment de, je veux dire, on cherchait des gens quand même qui savent sortir du lot, quoi. Tu vois, et puis qui disent vraiment des trucs. Aujourd'hui, moi, si demain je passe à la télé et puis qu'on vient me parler de Navalny, je vais dire, et Assange, vous en parlez, tu vois? Moi, bon, on va me dire, dégage, on va plus m'inviter parce que. Mais je leur dire, vous chialez, c'est toujours. Il y a un 2 poids 2 mesures. On va interdire aux Jeux Olympiques, donc les Russes, ils ne pourront pas défiler avec leur drapeau, les athlètes russes, parce qu'attention, c'est pas bien, leur pays fait la guerre, tu vois. Alors que la France, elle a détruit la Libye, on les a jamais interdits de nulle part, tu vois. D'aucune compétition sportive. Les États-Unis, ils ont flingué aussi l'Irak, et pas que. On les a jamais interdits de nulle part. Moi, je dirais aussi les Israéliens, on les a Oui, interdits nulle part. voilà. Les Israéliens, pareil. J'écoutais RMC là en venant en bagnole, c'était vendredi. Comment dire? La question, c'était que pensez-vous de l'interdiction des athlètes russes? Alors, ils tournent autour du pot. Il y a personne qui évoque le cas israélien. À un moment, il y en a un qui en parle. Et là, ah non, mais c'est pas pareil. Ils ont le droit de se défendre. Ils en ont tué là peut-être 50 000, 60 000, ils vont atteindre 100 000 dans pas longtemps. Peut-être ils auront la médaille d'or pour ça, tu vois. Ça va, mais c'est pas pareil, ils ont le droit de... Donc je pense, tu arrives à la radio, tu dis ça, c'est terminé. On va dire celui-là, il ne parle plus jamais. Normalement, oui, c'est ce qu'on appelle un suicide médiatique. Et Brigitte, elle a une bite aussi. Voilà, il y a quoi? Allez-y, si vous avez une liste à nous faire, allez-y. Il fallait passer par la conquête spatiale, le 11 septembre. Moi, je voulais savoir, vous avez commencé comment, enfin tout petit, pour arriver. Est-ce que vous avez commencé avec Docteur à l'Ouest, ce personnage? Comment vous avez commencé? Non, moi j'ai commencé en tant que Farid à l'Ouest sur scène. Après, Docteur à l'Ouest, c'est né en 2013 sur scène. Donc, comme l'expliquait notre chère présentatrice, au départ j'avais l'intention d'écrire un bouquin. Et puis la vraie histoire, c'est que j'avais une voisine cascadeuse qui avait écrit un livre sur la cascade et elle avait mis donc 3 ans à l'écrire, son livre. Elle en avait vendu 200. Et donc moi, avec mon idée d'écrire un bouquin, bon, ça m'a tout de suite remis en place direct, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, la réalité, c'est que tu vas passer énormément de temps pour pas, donc faisant des vidéos, c'est plus simple. Donc pour vos spectacles, on remercie votre voisine. Ouais, en quelque sorte. Je lui fais un coucou si jamais elle écoute. Si elle nous écoute, la voisine Docteur à l'Ouest, bonjour. Cascadeuse. La cascadeuse voisine. Des cascadeuses. Mais là, au micro, là, vous venez de balancer pas mal de choses. Dans vos vidéos, dans le spectacle, vous dénoncez beaucoup de choses. Et vous avez raison de le faire. Mais à l'inverse, plus positivement, ou avec un peu d'espoir, c'est quoi, selon vous, les solutions pour qu'on sorte un peu de tout ça, ou qu'on soit un peu positif, souriant, et qu'on trouve les choses un temps soit peu agréables, si c'est possible? C'est l'entraide, de toute façon. C'est la vraie communication. Pas rester coincé derrière un écran, déjà. Puis... surtout s'occuper de soi. Il y a plein de gens que je rencontre en fait qui disent avant la crise Covid, ils étaient uniquement dans la consommation et la possession de biens matériels. Et puis depuis, ils se sont complètement remis en question. Ils sont revenus à l'essentiel, vivre bien. Donc c'est quoi? C'est pas forcément avoir une super baraque, un énorme jardin. Non, c'est juste pouvoir avoir de quoi manger déjà. Donc ils ont fait pousser leur potager, enfin ils font... je pense qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel, même dans les rapports humains. Tout à fait. Des fois, on a des préjugés sur les gens et on se fait des idées, puis en fait, on est tous pareils. On a tous peur de la Macronie, de la guerre, on a peur de... Hein? Et c'est ça que vous communiquez dans vos spectacles, vous pensez? Ouais, je pense que les gens... Là, les gens, ils me voient... je pense qu'ils me voient comme un ami, tu vois. C'est-à-dire que quand ils me voient, en fait, ils voient que j'ai le rapport facile avec les gens, quoi. Alors, c'est bien, moi je suis content. Quand ils sortent, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, les gens qui viennent me voir, mais pas que moi, même Stéphane Cuvelier, hier j'étais à sa dernière, on sent une bonne énergie. C'est-à-dire qu'à mon avis, on n'a pas ça chez les autres humoristes. On sent que les gens, ils sont vraiment contents d'être ensemble, et après le spectacle, ils restent ensemble. Alors que chez les autres, tout le monde se barre.
Oui, c'est le seul côté positif de Covidisme et de pandémie. Je pense que beaucoup de gens, ils ont redécouvert la valeur de se retrouver, de se parler, de se rencontrer, de trouver des liens qu'on n'avait pas avant, où, comme vous avez dit, on était tous occupés à gagner notre vie, à acheter une maison un peu plus grande, à partir en vacances. Maintenant, on a d'autres préoccupations. Vous gagnez votre vie? Ah bah oui, moi je suis intermittent, moi, avec mes spectacles. Et non, mais après, intermittent, c'est-à-dire moi j'ai le minimum de l'intermittence. Je suis pas, tu vois, mais moi ça me suffit pour bouffer, quoi. J'ai pas besoin de... Mais je continue à faire ce que je veux, c'est l'essentiel. Oui, parce que quelquefois, vous reversez aussi le bénéfice des spectacles, par exemple aux soignants suspendus, j'ai vu. Oui, bah en fait ça c'est une autre histoire, c'est-à-dire les suspendus. Moi quand je faisais les comment on appelle ça, les manifs avec eux contre l'obligation enfin de l'injection, je les ai vus à partir du 15 septembre 2021 se retrouver sans salaire. Et moi je trouve que c'était dégueulasse de la part du gouvernement. Et donc qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement? Là on était en plein pass, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et dès que le pass il a été levé, ben moi j'ai dit à tous les gens que je connaissais, soignants suspendus, je dis écoutez, moi je vais faire ce que je peux faire. J'ai joué mes spectacles, puis j'ai reversé la recette pour eux, quoi. Dans plusieurs spectacles, un peu dans diverses villes en France. Et d'ailleurs, dans vos spectacles, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui viennent? Franchement, ça dépend, c'est aléatoire. Ça dépend des villes en fait. C'est-à-dire que quand j'ai joué à Marseille ou Lyon, ouais, il y avait des jeunes. Et j'avoue, pour l'instant, là où j'ai vu le plus de personnes au-delà de même, je dirais, 60, c'était Le Havre. C'est une ville de vieux, ça doit être à cause d'Édouard Philippe, le maire. Là-bas. Fantomas, ça. Ouais. Ils vont être contents au Havre. Je suis désolé, hein, les Havrais, mais... Ils concurrencent Nice, tu rigoles. Ouais. Alors là, Artemus ne cautionne pas du tout ce genre de propos. Non, mais moi, J'ai été dit avant, oui, mais pas ça. Non, mais j'ai cru quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai joué à Nice, eh ben, il y avait énormément de jeunes. Ah ouais. Ouais, j'étais étonné. Je dis, Oui. c'est bien. Étonnant. Ouais. Mais alors, je crois qu'ils ont transféré la population de Nice au Havre. Ça doit être pour ça. C'est une question de bronzage, peut-être. Ouais. Trop de vitamine D. C'est ça. Trop de bancs solaires, Je peut-être. disais, je jouais au Havre et puis je dis, mais est-ce qu'ils entendent ce que je raconte? Tu sais, j'avais peur que le sonotone où il y a un problème. Toc, toc. Vous êtes allé partout en France? Non, il y a 2 endroits, j'ai pas réussi, c'est en Bretagne et puis vers Strasbourg. Et sinon, ouais, j'ai tourné un peu partout, quoi. Strasbourg, ça ne m'étonne pas, mais Bretagne, c'est quand même un foyer de résistance. Ouais, mais en fait, j'ai cherché une salle à Brest, j'ai cherché à Quimper, enfin dans plusieurs villes. J'ai pas trouvé, j'ai pas eu de réponse. Pourtant, c'est pas faute de pas avoir essayé, quoi. J'ai fait mon vrai travail de démarche, mais que dalle. Ouais. Et puis Strasbourg. Et où est-ce que vous avez fait un bid? Personne, quoi. Non, ça va Non. partout. Ouais, Non, tout le monde vient. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui sont intéressés par votre type d'humour, vos spectacles, partout. En général, les gens, s'ils viennent, c'est qu'ils me connaissent des vidéos. Parce que je communique grâce à ma chaîne YouTube et aux réseaux sociaux, ceux qui diffusent. Donc le public qui vient, en général, il sait un peu ce qu'il va voir. Après, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de jouer dans des endroits où il y a des gens... Quand je ne suis pas annoncé par rapport à mon spectacle, hein, on sent que les gens, ils ne veulent pas entendre ce que je raconte si je critique Macron, la crise sanitaire, là, parce que c'est des gens, ils sont à fond... Ça dépend. Et votre type d'humour, c'est critiquer... C'est Kev Adams. Je sais pas, je connais pas. C'est critiquer le gouvernement, critiquer, j'en sais rien, l'OTAN. C'est quoi, vous pourriez, c'est quoi votre pitch? En fait, critiquer ce qu'il y a de critiquable. C'est pas critiquer pour le plaisir de critiquer, c'est que quand il y a une situation qu'on trouve pas normale, ouais, on va s'en moquer. Après, je critique pas forcément tout. Le but de l'humour, c'est juste des fois exagérer des choses pour les rendre ridicules parfois et pour montrer que oui, il y a un problème. Mais c'est absurde. Oui. Vous pratiquez beaucoup le Je joue absurde, beaucoup, en fait, ouais, sur l'absurdité. Ouais. Alors en Belgique, vous êtes au bon endroit. Pour l'absurde, le pays du surréalisme. De surréalisme. Ou de l'absurdité, c'est selon dont on se Après, il y a place. aussi la concurrence de BFM TV. Quoi. Ouais, C'est un sketch de BFM TV. Ouais, je ne regarde même plus. Non, mais c'est des malades mentaux, ces gens. Ils sont là. En fait, ils sont là que pour cirer les pompes au pouvoir, à Macron.
un peu comme fait LCI aussi, beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Mhm. Et les chaînes info en France, quoi. Et donc, ouais. Et vous regardez pas justement pour vous inspirer? Vous n'êtes pas obligé de vous mettre Et le des nez fois- dedans, ça doit être un peu pesant parfois, non? Non, mais des fois, ouais, c'est une souffrance de se taper des rediffs d'émissions pour choper des phrases qui ont été dites parce que je prépare une vidéo. Oui, oui. Donc, parfois, j'avoue que j'ai besoin, après, quand je termine une vidéo, de vraiment me couper de. Sinon, je risque l'AVC. Ouais, entendre du Caroline Fourest, parfois, on se rend pas compte comment c'est. Pour ceux qui connaissent pas, Caroline Fourest, c'est une meuf qui est un peu tarée. On dirait, moi, je l'appelle dans mes vidéos, je dis, elle a été chiée par Satan. Parce que, C'est frais, c'est léger, c'est bien. parce que elle défend tout ce qu'il y a de pire, de défendable, quoi. On parlait tout à l'heure en ouverture de l'autre, là, Mitterrand. Oui, Mitterrand. Voilà, bon, Fredo. Voilà. Caroline Fourest, c'était une copine à Pierre Berger. Ah. Ah. Pierre Berger, un copain de Mitterrand, certainement. Frédéric Mitterrand et Jacques Lang, peut-être, tu vois. Donc bon, et en fait, ils fréquentent des gens, c'est les premiers à critiquer, mais quand tu regardes, eux, les personnes qu'ils fréquentent, tu dis, il ferait mieux de fermer leur gueule, quoi. Et quel humoriste justement aujourd'hui vous fait rire? Qui fait rire? Docteur à l'Ouest. Écoute, non, moi, il y a Dieudo, il y a des sketchs qui sont drôles. Moi, le Dieudo, je fais la distinction entre Dieudo sur scène puis Dieudo en dehors de la scène. Parce que j'avoue que, bon, des fois, il se lance dans des trucs, le sestrel, la vente de cercueils, de masques, bon, ce côté-là, je le suis pas du tout. Mais après, les sketchs, faut reconnaître que, bon, il y a des sketchs, c'est des tueries, quoi. Non, c'est clair. Il y a des anthologiques. Là. La Enfin, fine équipe de 11, Ouais, oui. Divorce de Patrick, en écriture, c'est génial. Quoi. C'est du génie. Oui, les gens qui disent qu'il est pas drôle, Non, qui disent qu'il fait rire personne, c'est ceux qui connaissent pas l'humour, en fait. Mais je suis sûr qu'ils rigolent chez eux. Oui, Vraiment. oui. Parce qu'il est factuellement drôle. Il est vraiment. C'est comme son sketch sur la Lune, tu as vu? Je n'ai pas encore vu celui-là. Ouais, je vous le conseille, vous taperez sur YouTube Dieudonné la Lune, et voir, c'est marrant, quoi. Je l'ai vu, je connais. Mais ce que j'aime bien chez Dieudonné, et je trouve ce qui se perd justement chez les nouveaux humoristes, c'est qu'ils font du stand-up, et chez Dieudonné, encore du sketch, avec des imitations, etc. Et ça j'aime beaucoup, en fait. En fait, parce que Dieudo, c'est une autre école. Dieudo, il a commencé sa carrière au début des années 90, avec Elie Semoun, même, je dirais, fin des années 80. Donc, c'était l'époque où on faisait des sketchs. À la télé, on avait des émissions comme La Classe, il y avait le théâtre de Bouvard, on faisait du sketch. Parce qu'on va dire qu'on a une culture, c'est comme en Belgique, de sketch. Oui, bien sûr. Bon, Raymond DeVos, Oui, par bien exemple, sûr, je bien sais sûr. pas. Et puis, il y a le stand-up qui est arrivé dans les années 2000. On fait pas de sketch. Non, ça vient des États-Unis. Hein. Voilà, c'est une culture américaine. C'est-à-dire, eux, ils passent Encore. du coq à l'âne. Ouais. Et après, il y a des gens qui font du stand-up qui sont très bons. Oui, bien sûr. Pas critiqués, il y en a qui sont très très bons. Hein. Que ça soit Thomas Gijol. Bon, il a copié des blagues aussi, lui, le salaud. Il s'est fait prendre par copie comique. Mais par exemple, Fabrice Eboué, Oui, c'est très bien. il est très drôle. Donc il y en a qui maîtrisent bien le stand-up. Mais d'ailleurs, Fabrice Eboué, il venait pas du stand-up, il faisait des sketchs. Oui, mais ça se voit. Ça se voit, je trouve. Qu'on voit dans sa manière de jouer, ouais. Et Dieudo, vu qu'il vient de l'école du sketch, c'est pour ça qu'il s'est installé un personnage. Quand il fait un personnage, il l'incarne. On le voit et il prend le temps de le faire. Donc c'est pour ça qu'on peut rire. Le mec qui fait que du stand-up ou qui l'a appris en regardant le Jamel Comedy Club, il sait pas ça. Lui, il est là, il jette ses blagues en fait. Donc il y a pas de, il va pas prendre le temps de faire les choses, quoi. C'est pour ça qu'il y a une différence quand même. Puis il y a des sketchs. Par exemple, moi, si je prends un humoriste comme Didier Benhuro, je sais pas si vous Oui. connaissez, le sketch La Belle-Mère, Oui, un classique. Oui. bah oui, c'est un grand classique. Oui. Ouais, voilà. Bon. Il y a Patricia, c'est maman. Il fait la belle-mère qui appelle sa fille et puis il l'insulte. Et c'est drôle. Et, le sketch, ça a une force parfois qu'on peut pas voir dans le stand-up, quoi. Donc, Ça reste surtout. oui. Ça reste. Le stand-up, c'est fait aussi pour être éphémère. C'est l'humour de l'instant, du punch, des puns, hein, Voilà, là tu mets le doigt sur un truc d'intéressant, c'est que le stand-up, si on regarde un spectacle de stand-up, on va voir, ça dure 1 heure et demie, ça dépend.
On va voir le spectacle, quand on ressort, on se rappelle même plus de quoi on a rigolé, parce qu'il enchaîne, ça va trop vite. Oui, mais c'est exactement la même chose comme si avec votre téléphone, vous passez Ouais. des petites vidéos TikTok. On peut passer 2 heures, mais on ne peut pas dire après 2 heures ce qu'on a vu parce qu'on a vu 10 000 choses et Ouais. le contraire. C'est le principe des hommes politiques aussi. Quand ils ont fini, on se rappelle plus ce qu'ils ont dit, on s'en fout un peu. Ben, c'est comme le journal de 20h, Pareil. c'est la même chose. Alors que c'est vrai qu'il y a des sketchs, ça reste. Vous êtes, alors vous faites des sketchs, vous faites. Ben moi, Qu'est-ce que ouais, je fais des sketchs. En fait, c'est surtout, je vais prendre une situation ou un truc et puis je vais des fois l'étirer pour le rendre absurde. Mais je suis pas trop dans le stand-up où on jette des blagues. Mais voilà, bon, c'est un style, quoi. Bah, déjà, le Dr. Aloès, c'est un personnage que vous avez inventé. Oui, bah, en fait, Dr. Lloyd. Alors, être un Il vous colle pas à la peau d'ailleurs, ce Dr. Aloès. Vous n'avez pas envie d'en sortir. Bah non, mais on rigole. De toute façon, les gens me connaissent par rapport à ça. Donc après, c'est plus parce que aussi j'ai une voix un peu grave. Donc après, les gens ils sont un peu habitués à ça. Un accent aussi. Ouais, un accent parisien ou belge. Attention, les Français qui font l'accent belge, c'est assez déplorable en général. Bonsoir, une fois. Voilà, c'est ce que je disais. Ouais. Et donc, non, mais après, en fait, il y a, comment dire, de se trouver sur scène, c'est déjà la base pour un humoriste. C'est-à-dire que parfois, il y a plein d'humoristes, ils veulent aller trop vite, et donc, ils se retrouvent sur scène, mais comme ils n'ont pas trouvé qui ils étaient sur scène, et ben, si on enlève leur texte, ils n'existent plus. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et c'est très important, je le dis, si jamais il y a des humoristes ou des gens qui ont envie de devenir humoristes, il faut trouver qui on doit être sur scène. À partir de là, ça devient plus facile, en fait. Parce que quand on sait qui on est sur scène, bon, on n'a pas forcément envie d'être drôle. On parle aux gens, puis les gens ils vont rire parce qu'ils savent qu'ils ont en face. Donc après, ils nous écoutent, il y a une vraie attention. Mais celui qui ne sait pas, bah, il va être dans le speed. Je donne un exemple d'un gars, bon, s'il m'écoute, je suis désolé, il ne m'écoutera pas, à mon avis. Paul Serré, ça vous parle de... Non, c'est Non, un... ça veut dire- Bah, c'est un gars, en fait, on le voit au Jamel Comedy Club, mais il s'est fait prendre aussi par Copy Comic. Il a volé des encore. blagues. Mais le mec, bah, il est dans le jetage de blagues. Il vient sur scène et puis il jette comme ça. Et s'il arrête de parler, il n'existe plus. Ouais, d'accord. Et que pensez-vous, par exemple, justement, d'un Jamel Debbouze ou d'un Gad Elmaleh? Est-ce qu'ils vous ont inspiré ou pas du tout? Bah, pas moi, parce que j'ai commencé peut-être en même temps qu'eux, en tout cas, à m'intéresser. Bon, j'ai un certain âge quand même. Hein. Moi, j'étais plus influencé par les comiques des années 80. C'était Coluche, c'était des proches, mais aussi le cinéma. Moi, c'était Pierre Richard. Oui, oui. Ah oui. Moi, Pierre Richard, Louis de Funès, Ah oui, bien forcément. Bon, mais Pierre Richard, parce que moi, il y a des films. Tu vois, moi, j'avoue honnêtement, si je fais les vidéos que je fais aujourd'hui, c'est Pierre Richard, grâce à lui. Si jamais il écoute ce podcast, merci Pierre Richard. Et, Bel hommage. et donc, Jamel Debbouze, franchement, il m'a fait rire dans son premier spectacle, parce qu'il faisait une sorte de stand-up, et son premier spectacle, il le fait en 1997-98, je sais plus. Il venait d'être à Canal, il y avait une sorte d'engouement par rapport à lui. Mais il y avait aussi, il faut quand même lui reconnaître quelque chose, il avait quand même gagné à plusieurs reprises le cours de l'impro, quoi. Il était très bon en impro. Non, il est très bon en impro. Moi, je remets pas en cause son talent. C'est-à-dire que Jamel, il avait une force, il avait une... c'était un personnage. Oui, oui, Par tout à fait. exemple, il s'était trouvé parce qu'il a fait de Oui, tout à l'impro. fait. Donc, il a eu le temps de se mettre en place. Gad Elmaleh, c'est un très bon comédien aussi. Sauf que Gad Elmaleh, en fait, il a volé des blagues. Ah, ça, Donc un à peu. partir de là, je suis désolé, moi, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut. T'as volé des blagues, tu dégages, t'as pas à être là. C'est comme un Ah bah ça sportif. va faire de la place, il y aura moins de monde d'un Bah coup. oui, hein. mais bah oui, il y en aura beaucoup moins. Mais le mec, c'est comme un sportif. Tu vois, il s'est fait prendre parce qu'il dopage. Rappelez dans les années 80, 88 exactement. Carl Lewis. Non, ouais. Quand Ben Johnson. Ben Johnson, ouais. 1988, il s'est fait prendre pour dopage. Mhm. Viré. Donc viré. Et le pire dans cette histoire, c'est que Carl Lewis aussi était dopé en Ouais, 88. Donc la médaille, on l'a retirée à Ben Johnson pour la donner à Carl Lewis, Qui était lui-même. qui lui était dopé. Le dernier de la course a été médaille d'or. Ouais. Ah, bon. Et vous parlez de votre dernière date.
Et la suite, c'est quoi? C'est un prochain spectacle, Docteur Alouest? C'est le retour de Docteur Alouest? C'est le retour de la vengeance de Docteur Alouest? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je vais prendre le temps d'écrire un spectacle, en tout cas un prochain spectacle. Je vais faire un prochain spectacle, ouais, je sais pas, peut-être je commencerai à le jouer en fin d'année. En tout cas, la dernière de ce spectacle, ce sera le 4 mai à Paris, comme je disais, au théâtre Les Enfants du Paradis. À pas confondre avec Les Enfants de l'Enfer à l'Élysée. Hein. Et puis, ouais, après, je bosserai sur un nouveau spectacle et d'autres projets aussi. J'ai envie de faire d'autres choses. Vous n'avez pas envie de faire du cinéma une fois? Du vrai cinéma pour le coup? Ouais, non, mais oui, bien sûr, mais avec un truc que j'écrirai moi, en tout cas que j'ai déjà écrit et que j'aimerais mettre. Ah, c'est déjà. Le scénario existe déjà. J'ai écrit des trucs forcément, mais après, il faut du pognon pour ça. Ça, le cinéma, oui. Ouais. Il va falloir faire un crowdfunding. Bah pourquoi pas, ouais, je pourrais demander aux gens qui me suivent. Ah bah voilà. Donc Non. si vous voulez voir le Docteur Alouest au cinéma bientôt, Moi, je donne. Hein. Bah merci, c'est sympa. On va cotiser cher, Thémus. Voilà. Je crois que nous avons fait le tour des sujets humoristiques. je pense peut-être avant de conclure, on n'a pas oublié qu'on doit encore faire un camoulox. Ah ouais. C'est important quand même. Mais tu peux conclure, Eva. Une camoulox, c'est quoi? C'est quoi un camoulox? Bah c'est un jeu où il faut faire deviner des trucs d'accord. aux gens. Ouais, oui. Il y avait un- Qu'on a parlé au début. C'est ça. Bah tu suis, c'est bien. Ouais. C'est bien, notre animatrice écoute ce qu'on dit. Ouais. C'est toujours encourageant. J'allais faire un mime, mais fallait que je me lève. T'aurais pas pu. On n'a Hors antenne, hors antenne. pas encore des caméras. Ouais, Ouais. Sur un podcast, les mimes. C'est Je compliqué. voulais faire Brigitte Macron en Suède. Vous l'avez vu, non? On a vu un truc bizarre, c'est pour ça. Dans sa robe qui a bougé, donc j'en dis pas plus. Ok. Ah, d'accord. Mais il fait froid Bon. en Suède, non? Bravo. On se les gêne. On laisse imaginer les Mais ceci auditeurs ne nous regarde pas. Comme dirait. les images qu'on vient d'évoquer. Sur ce, nous allons clôturer. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et on vous souhaite un bon spectacle. Ben, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Le monde d'à peu près.